Et à un moment donné, tu t'es dit, hop, marchand de biens. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu notre belle maison, on l'a fait construire, et on l'a même vendue pour se lancer dans l'activité. Finalement, tous les interlocuteurs que j'avais rencontrés m'ont découragée. Quels étaient les doutes que vous aviez avant de vous lancer? J'avais l'impression que ce serait compliqué pour une femme de se faire respecter par un homme artisan. Je porte les sacs de ciment de 35 kg. Je galère, mais je veux me mettre au même niveau que Jonathan et que notre salarié. Il n'y a pas de raison. Mes croyances limitantes auraient été tellement limitantes que je ne l'aurais pas fait. Une signature où le notaire ne m'a absolument jamais regardée. Bon, alors ça ne m'a pas empêché de... D'encaisser la marge? Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode très spécial puisque aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marion et Marine qui sont deux coachs dans notre programme d'accompagnement MDB 360. Bonjour Marine et bonjour Marion. Bonjour Yoni. Je vous reçois aujourd'hui à Lyon. Nous avons demain notre journée spéciale MDB 360 et j'ai profité de cette occasion pour vous convier à tourner cet épisode ensemble, épisode un peu spécial sur la thématique des femmes et le métier de marchand de biens. Si je vous ai demandé de participer à cet épisode, c'est non seulement parce que vous coachez des membres du programme MDB 360, mais aussi parce que vous-même, vous êtes non seulement des femmes, mais vous êtes aussi marchande de biens. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit marchande de biens ou marchand de biens, mais peu importe. En tout cas, vous faites ça depuis des années et c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de participer. Donc, je vais juste vous demander en quelques mots de m'expliquer un petit peu le background, quand est-ce que vous avez commencé cette activité de marchand de biens. Et après, je vais vous poser tout un tas de questions sur les femmes dans l'immobilier, les femmes, l'activité de marchand de biens, les femmes, les travaux, etc. Et l'objectif de cet épisode, c'est qu'on lève ensemble énormément de doutes que nos abonnés féminines peuvent avoir et énormément de questions en tout cas qu'elles nous posent de manière très régulière. On commence par toi Marion, C'est tu veux bien? Oui, avec grand plaisir. Donc moi c'est Marion, je suis marchand de biens. Je dis marchand de biens pour le coup. J'ai créé la société à la suite de la formation MDB Pro que j'ai suivie en ligne. J'ai très rapidement trouvé une opération et depuis je ne me suis pas arrêtée. Et j'ai la chance également de faire partie du programme d'accompagnement en tant que coach au sein de la MDB Academy depuis à peu près 2 ans. D'abord via l'incubateur, puis MDB 360. Au top. On a à peu près le même parcours. Je dis aussi marchand de biens. Quand tu dis marchand, c'est au masculin, tu dis marchand. Oui, mais c'est pour curieusement parce que je trouve que les femmes peuvent faire tous les métiers d'hommes, mais je trouve que les noms féminins, c'est pas joli. Ça fait drôle de dire une mairesse, par exemple. Ou une poissonnière. Oui, bon, bref, c'est pas valorisant. Et on a à peu près le même parcours avec Marion. J'ai démarré aussi en 2020. On a fait la formation MDB Pro en ligne fin 2019, début 2020. On a créé la société en août 2020 parce qu'on a trouvé notre première opération. Donc, pareil, rapidement. Moi, je suis ravie aussi d'être dans le programme MDB 360, mais c'est bien plus récent que Marion. Et alors je vais commencer par les questions. À un moment donné, je vais vous les poser comme ça un peu, puis vous répondez à la volée comme vous le sentez. Je vais commencer un petit peu par toi, Marine, si tu veux bien. Est-ce que tu avais déjà eu une expérience entrepreneuriale avant de créer cette boîte? Oui, j'ai été très peu salariée. Ok. Donc oui, j'ai eu une entreprise. J'avais un salon de coiffure pendant 12 ans. Et avant, j'étais pas salariée. Enfin, j'étais salariée, pardon, mais c'est comme si je ne l'étais pas parce que j'ai repris l'activité de ma maman. Donc j'ai travaillé avec elle et je me suis impliquée comme si c'était chez moi. Donc tu as eu quand même déjà un petit peu l'habitude d'être entrepreneur Oui. avant de te lancer dans le marchand. Et pour toi? Alors, un peu comme Marine, alors moi j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, de commerçants, et j'ai créé ma première boîte à 23 ans dans la restauration, parce que c'est un milieu dans lequel j'ai évolué très jeune. J'ai fait ça pendant quelques années. À l'aube de mes 30 ans, j'ai revendu, je me suis pris une petite pré-retraite. Je suis retournée salariée pendant 4 ans pour ensuite recréer la société de marchand en 2020. Qu'est-ce qui t'a fait repasser au salariat et après du salariat repasser à l'indépendance, entre guillemets? Comme on avait créé notre structure assez jeune, 23 ans, c'est tôt, et que je travaillais en restauration depuis l'âge de 17 ans, à l'aube de mes 30 ans, j'ai vraiment eu besoin de souffler et de profiter en fait de la vie parce qu'on était passé à côté de
vraiment beaucoup de choses. J'ai fait une petite mise au vert et c'est comme ça, mon premier entretien, parce que j'avais passé un concours, je suis rentrée dans la fonction publique, rien à voir avec Donc vraiment l'extrême. l'extrême. Ouais. Et mon entretien d'embauche, le RH me dit finalement vous venez vous reposer chez nous, et c'était un peu vrai. J'ai vraiment appris à me poser, à faire des semaines de 4 ou 5 jours, à travailler 35 heures. C'était génial, mais très rapidement, vraiment au bout d'un an, beaucoup de frustration, surtout dans la fonction publique. On ne peut pas prendre d'initiative, on est vraiment obligé de répondre aux objectifs et surtout pas déborder du cadre. Donc j'ai tenu quelques années parce que voilà, j'ai trouvé mon compte. Mais vraiment en 2020, quand j'ai démissionné, il fallait que je démissionne pour Ok. recréer une structure. Ok, tu savais déjà que tu avais ce projet-là de créer une structure. Et est-ce que vous aviez déjà fait de l'immobilier avant? Avec mon mari, on avait une quête, c'était de travailler ensemble. Donc on partait de loin, parce que lui, il travaillait comme projeteur en bâtiment, donc dans un bureau d'études béton, et moi coiffeuse. Forcément, ça ne nous liait pas beaucoup. Et puis j'en ai eu ras-le-bol très rapidement de mon activité. Donc on a cherché comment se rapprocher. On a eu une première expérience d'épicerie fine en ligne qu'on a ouvert. On a créé une société, mais on avait chacun notre activité à côté. 2 jeunes enfants, ça n'a pas duré très longtemps. Au bout de 2 ans, on a plié bagages. Et pour pas rester sur cet échec, on est venu à l'immobilier locatif. Et on a fait une division. Et c'est là que l'idée de Marchand en fait, a germé. Donc notre expérience de locatif a été très courte. C'était quoi? Un investissement en fait? On a fait 2 investissements. 2 On a investissements. divisé un appartement qui était duplex, on a fait 2 appartements. Et ensuite, on a acheté un local commercial qu'on a rénové pour le louer. Et voilà, on est passé après. Toi, tu avais déjà fait l'IMO? Un petit peu, oui, pour ma part. Avant d'acheter notre RP, notre premier RP, on avait fait un investissement locatif. On devait avoir 25 ans, qu'on a toujours d'ailleurs, qu'on a Ok, conservé. c'était un bon investissement. Donc, peut-être pas le truc. C'était un Censi-Bouvard, parce qu'à l'époque, il fallait défiscaliser. Ouais. Et c'était un petit produit en région parisienne. Et quand on est arrivé au bout des 9 ans d'avantages fiscaux, on l'a conservé, parce que pour le coup, c'est une affaire qui roule. Ok. C'est probablement pas l'investissement du siècle, mais ça tourne. Donc on avait ce Censi-Bouvard, mais on avait déjà une appétence pour l'immobilier. On a voulu être propriétaire très jeune. L'investissement, ça a toujours été au cœur de nos conversations avec Jonathan, mon mari, depuis qu'on avait 18 ans en fait. Déjà au lycée, on parlait immobilier. Enfin, Et ça a pour toujours quelle raison, été. tu saurais le dire? C'est quoi qui vous attirait dans l'investissement et dans l'IMO? Alors, pour Jonathan, je pense que c'était une raison pour s'élever socialement. À 18 ans, je pense qu'à notre premier rendez-vous, il m'a dit, moi, à 30 ans, j'aurai une Porsche. Ok, très bien. Donc lui, l'immobilier, je pense, il passait par ce biais-là pour s'enrichir. Moi, c'était différent. Je pense que le fait de vouloir devenir propriétaire très jeune et d'investir, c'était de consolider avoir une solidité financière. La précarité, je n'ai pas grandi dans un milieu où il y avait beaucoup d'argent. Ouais. Donc j'avais besoin très jeune d'avoir des bases, un cadre de vie, un cocon où je me sentais bien. Et c'est la raison pour laquelle l'immobilier, c'est pareil, c'était une manière de construire quelque chose de durable. Parce que l'immobilier, c'est sur le long terme que ça se construit. Et oui, tu disais que tu venais d'une famille d'entrepreneurs et expérience indirecte que tu as pu voir de l'entreprise, c'était une expérience plutôt réussie, plutôt moyen, si tu es OK d'en parler? Alors oui, c'était parfois les montagnes russes. Ouais, Des belles réussites, ouais, des beaux échecs également. ok. Mais justement, ça permet déjà on repousse un peu les limites et la résilience, c'est-à-dire que quand on s'est vautré vraiment, financièrement, il faut tout reprendre de zéro, mais on est en capacité de remonter quelque chose. Et c'est vraiment ce que j'ai appris, notamment par le biais de ma mère, hein, qui a quasiment été toute sa vie à son compte. Et dans la famille aussi, mes grands-parents, mon oncle, enfin voilà, c'est... Ok. Parce qu'il y en a qui auraient pu vivre la même expérience et se dire, ah bah non, moi j'ai vu ce que mes parents ont vécu, enfin ce que ma famille a traversé, c'était les montagnes russes sans arrêt. Moi je veux pas de ça. Oui, mais je me suis nourrie des réussites comme des échecs. Ouais. Grâce à eux, j'ai pu dessiner un plan et me dire, je ne vais pas commettre cette erreur, je vais apprendre la gestion d'entreprise. C'était vraiment le cœur de mon apprentissage. Et non, parce que j'ai retenu les bons moments, fatalement. Quand ça marche, quand tout va et que ça roule, on s'accroche à ces moments-là. Ouais. Donc,
non, pour le coup, ça m'a plutôt porté que l'inverse. Ok. Bah, c'est trop drôle, hein, c'est exactement la même chose chez moi. Mes Ok. parents aussi ont toujours été à leur compte, ils étaient artisans. Ma mère était donc coiffeuse et mon père photographe. Et très jeunes, ils n'ont pas été salariés, ils se sont installés direct. Et donc, la même chose, des réussites, des échecs, des parents qui n'étaient pas entrepreneurs, qui étaient artisans. Et ils sont devenus entrepreneurs un peu malgré eux, c'est-à-dire qu'ils avaient cette envie, mais sans les connaissances. Et donc, je me suis fait exactement le même plan, c'est-à-dire, moi, il est hors de question que la banque m'appelle tous les jours en me demandant combien je vais mettre d'argent aujourd'hui sur le compte. C'est pas la peine, je veux pas de ça. Ok. Donc, après, ça n'empêche que nous aussi, dans notre activité, il y a des surprises et tout se passe pas toujours comme prévu. Et on rencontre aussi des difficultés, mais peut-être que l'expérience de nos parents nous aide à y faire face. Et qu'est-ce qui t'a amené, alors donc t'as eu ton expérience en tant que coiffeuse, tu as testé le sujet de l'épicerie en ligne, et à un moment donné, tu t'es dit, hop, marchand de biens. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je te le disais, alors un peu aussi comme Marion, encore une fois, désolée. Tu as pris 2 personnes, c'est dommage, hein, parce que On ne se connaît Non. pas. Hein, Une blonde, une tiens, brune. Ouais, voilà. tiens à le préciser. On a aussi très jeune investi dans l'immobilier pour une raison qui était toute simple, c'est qu'on se disait, je me le dirais peut-être dit très différemment aujourd'hui, c'est dommage de payer un loyer à fond perdu. Et donc il fallait qu'on achète. Et puis après, à force de regarder aussi des vidéos sur l'investissement, et ça, j'ai vu ça différemment parce que je me suis dit peut-être qu'en s'endettant moins sur le perso, bon, ça c'est un autre sujet, mais je pense que on a pris goût à notre premier investissement, c'était une rénovation. Ok. On y a pris goût et on avait, comme tu disais, ton mari voulait une Porsche. Moi, mon beau-frère et ma belle-sœur, ils avaient une belle maison. Vraiment, ils avaient construit une super belle maison. Et moi, je m'étais dit, un jour, j'aurai cette belle maison. Donc, on a fait une plus-value directe au bout de quelques années. On a rénové. On avait acheté déjà, on a aussi fait un changement de destination. Tiens, mais j'avais même oublié. On a acheté un cabinet médical qu'on a transformé en maison. Et donc, on a fait une plus-value. Donc, tu vois, comme ça, l'échec de l'épicerie, je pense, on a rebondi sur l'immobilier parce que quelque part, on avait quand même cette appétence, puisque effectivement, après notre réno, on a eu notre belle maison, on l'a fait construire, et on l'a même vendue pour se lancer dans l'activité. Donc, au départ, pour moi, c'était juste inconcevable. Seb me dit, donc mon mari me dit, si on veut avoir des sous, il suffit de vendre et tout. Mais je dis, non, ça c'est notre maison, c'est même pas possible. Et puis là, c'est mon frère qui m'a dit, mais Marine, est-ce que c'est la maison de tes rêves? Et je me suis pas, un peu, oui, mais je me suis pas posé la question comme ça. Je voulais une maison que j'avais imaginée, je l'ai eue. Et là, il insiste, mais c'est vraiment la maison de tes rêves, ça, c'est dans tes rêves les plus fous, c'est ça la maison. Si tu vas par là, non. Bon, t'en as rien à faire. Tu la vends et un jour, t'en auras une autre. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et je me suis dit, c'est le prix de la liberté aussi. Enfin, de la liberté. C'est le prix de faire ce métier. Parce que je me disais que démarrer comme ça dans le vide, sans un minimum d'apport, c'était quand même un peu compliqué. Alors, on peut démarrer avec moins que ce qu'on a fait. Mais pour le coup, on a fait ce sacrifice. Qui est déjà balèze, c'est-à-dire de se dire, en fait, mon plus gros actif, entre guillemets, il y en a qui vont dire, ah, la RP, c'est pas un actif. Bref. Ton plus gros avoir, en tout cas, ton plus gros avoir immobilier, tu t'es dit que tu allais le mettre sur la table et puis, hop, tu vois, mettre toute la mise sur le tapis. Et pour nous, c'était un actif aussi sentimental, j'ai envie de dire. Donc, je le considère comme un actif pour ça, parce que c'était un peu un but qu'on a réalisé. Puis, on a 2 enfants, ils sont nés là. Eux, ils n'étaient pas du tout contents qu'on déménage. Donc, c'était un sacrifice, en tout cas. Ouais. Surtout que, si je me rappelle bien de l'histoire, vous avez déménagé en appart. Oui, et que le Covid est arrivé tout de suite. Magnifique, Confinement. superbe timing. Donc, un jardin de 1000 mètres carrés, une grande maison, on est passé dans un appart en prison. En confinement. Confinement. Ouais. Voilà. Magnifique. Ouais. Et on y reviendra. Et toi, Marion, au niveau de qu'est-ce qui t'a amené vers l'activité de marchand plutôt qu'une autre? Parce que tu pourrais te dire, j'ai voulu me relancer dans l'entrepreneuriat ou j'ai voulu réinvestir peut-être dans l'immobilier. Très bien, mais pourquoi marchand? Parce que je voulais déjà le faire à 30 ans. Et je précise, j'ai encore 40 ans pour quelques mois.
je m'accroche à mes 40 ans. Donc à 30 ans, j'avais déjà cette volonté. On avait déjà un peu creusé le sujet. Donc 30 ans, 2015, oui, 2015. Mais finalement, peu d'informations. Alors si, la base, j'avais checké quelques infos auprès de mon notaire, mon comptable, mais les sons de cloche que j'avais récupérés sur l'activité étaient quand même plutôt négatifs. Et finalement, tous les interlocuteurs que j'avais rencontrés m'ont découragée en me disant, voilà, vous êtes beaucoup trop jeune, vous n'avez pas assez de capital pour démarrer. Donc on s'est laissé convaincre. Ça nous arrive très rarement parce qu'on est taureaux tous les deux, donc on est très têtus. Et puis on a mis ça un peu de côté. Mais voilà, c'était toujours dans nos discussions. On a les annonces immobilières, même si je ne faisais pas du marchand, je les regardais très régulièrement. Je connais mieux mon secteur que tous les agents immobiliers de ce secteur. Enfin, vraiment, c'est presque obsessionnel, enfin, pour le coup. Et puis 2020, enfin voilà, le fait de ne pas être très épanouie dans le boulot, je rebondis sur la notion de liberté. Moi, c'est vraiment la chose qui m'anime. Peu importe l'activité qu'on exerce, quand on est entrepreneur, c'est vraiment jouir de cette liberté. Alors, on n'est pas vraiment libre parce qu'on a plein de contraintes, mais la liberté, le pouvoir de décider, d'organiser sa vie, de choisir ses opérations. Pourquoi je vais plus vers une maison que je vais diviser en 2 appartements plutôt qu'un corps de ferme ou une maison de ville. Enfin voilà, c'est ce qui m'anime moi dans l'activité de marchand, c'est ma liberté de jugement. Alors justement, on peut faire une petite capsule là-dessus si ça vous dit. C'est quoi ta conception de la liberté? Ah, Vous avez 3 heures. vous avez 3 heures. La philo, c'était pas mon truc. Je ne te demande pas une disserte, mais comment tu la conçois simplement, en fait, comment ça se traduit pour toi, par exemple dans ton quotidien, être libre? Parce que la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce que c'est un terme qui a été beaucoup utilisé, galvaudé, poncé dans tous les sens. Sur Internet, on en parle énormément, la liberté financière, l'indépendance financière. Et donc, ça m'intéresse aussi d'avoir votre approche là-dessus, votre regard sur la liberté. Parce que comme tu le dis, bah voilà, il y a des contraintes, il y a quand même des artisans qui te font chier, des notaires qui te font chier encore plus, des mairies, n'en parlons pas. Donc en fait, quelque part, je peux dire, bah non, t'es pas libre, puisqu'il y a tous ces gens-là, en fait, à qui tu dois parfois rendre des comptes, etc. Donc en quoi tu te considères que c'est déjà, possible? moi, la liberté, c'est le fait d'avoir choisi mon activité. Mhm. J'ai plaisir à l'exercer, je ne la subis pas. Donc ça, c'est ma première grande liberté. La liberté financière, c'est un objectif, mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est d'être OK au quotidien, d'être heureuse. Alors, je dégage pas, je ne renvoie pas une image de quelqu'un de très heureuse, mais en tout cas, le plaisir. Ça, c'est ta perception des choses. C'est ma perception, mais en tout cas, c'est comme ça que je Tu n'as pas l'air malheureuse, hein, si tu es quand même. Mais je suis pas malheureuse du tout. Mais la liberté d'organiser mes journées, mes semaines, de faire du coaching quand j'ai décidé d'ouvrir un créneau, d'aller visiter quand je dois trouver une opération, de me dire je vais passer 3, 4, 5 jours à visiter, la liberté de travailler avec qui je veux. Les artisans, s'il y en a un qui est un petit peu casse-pied ou pas très conciliant, je peux en changer. Récemment, on a pris la décision de travailler avec un second notaire. Pour nous, c'est une liberté de choisir nos interlocuteurs, la liberté de travailler avec toi aussi. Quand j'ai commencé l'activité, jamais je me serais dit je vais faire de l'accompagnement. Mais finalement, le fait de rencontrer du monde, de s'inspirer aussi des parcours de chacun, et ben, c'est aussi une liberté que d'aller dans d'autres voies, de ne pas rester cantonné. Alors, mais évidemment, ça reste lié à l'activité de marchand, mais c'est un peu tous ces aspects-là. C'est de décider, de couper 48 heures. Je le fais rarement. Je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que j'entends, on va dire que c'est un mensonge. Si tu veux, tu peux appuyer sur le bouton. Voilà, je peux le faire. Ouais, moi, c'est ce que j'ai toujours dit aussi, même dans ma précédente activité, c'est qu'en fait, on n'en profite pas beaucoup, mais on sait qu'on peut. Et c'est ça la vraie liberté. C'est pas, finalement, on n'est pas là pour se dorer la pilule. Enfin, comme tu dis, la liberté financière, oui, c'est un rêve, mais c'est pas pour autant qu'on ne ferait rien. Toute cette notion de liberté, c'est de savoir qu'on peut. Je trouve. Ouais. Ouais, pour moi, c'est ça.
Quels étaient les doutes que vous aviez avant de vous lancer dans l'activité de marchand? Là, je parle plus du point de vue, du point de vue de la femme. Ouais. Moi, c'était le rapport avec les artisans. Ok, c'est-à-dire? J'avais l'impression que ce serait compliqué pour une femme de se faire respecter par un homme artisan. J'ai l'impression que le bâtiment, c'était un milieu vraiment d'hommes et qu'une femme ne serait pas écoutée. Ok. Il y en avait d'autres? Non. C'était vraiment lié à ce sujet du bâtiment? Ouais. Et toi? Alors moi, j'avais pas beaucoup de doutes. Je suis désolée. D'abord parce que comme j'ai travaillé beaucoup d'années en cuisine, j'ai évolué dans un milieu masculin. Ouais. Donc j'ai pas de problème à exposer, à échanger avec un homme, même quand j'ai pas les connaissances. Alors, quand j'ai un déficit, du coup, j'essaye de le travailler pour être au même niveau que mon interlocuteur. Alors, c'est pas toujours le cas, mais c'est une manière de combler cette différence de compétences. Mon doute, il était plutôt sur la partie, pas tant fiscale, parce que la gestion d'entreprise, on savait faire, puisqu'on avait déjà fait. Les relations, peut-être, parce que l'immobilier, on a une image parfois un peu galvaudée de nos interlocuteurs, notamment les notaires, et c'était d'instaurer une relation d'égal à égal, parce que ça c'est quelque chose c'est très important pour moi. Oui, plutôt sur les interlocuteurs, notamment le milieu notarial. Les agents IMO, pas trop, parce que pour moi ça reste des commerciaux, mais c'était de faire mes preuves chez un notaire. Mais tu penses Avec que le un fait notaire. d'avoir été une femme, ça faisait une différence? Alors, j'avais peut-être ce petit blocage parce que pendant mes années d'études, j'avais travaillé dans un cabinet d'avocats où on ressentait fortement le rapport homme-femme. Mais parce que c'était une profession voilà, qui n'était pas... je ne me sentais pas égal à égal parce qu'ils avaient plus de connaissances que moi, une meilleure manière de s'exprimer. Et donc voilà, et j'avais un peu ce blocage par rapport à ça. Et quand vous êtes lancé, est-ce que ces doutes se sont concrétisés? Est-ce qu'ils se sont avérés être vrais ou est-ce que c'était juste des croyances? Ah non, clairement, c'était une croyance, pour moi, une croyance limitante. Alors, je suis peut-être tombée sur un bon notaire ou Après, tu mais as ton notaire, mais des notaires, on en rencontre aussi d'autres. sur les transactions, on en rencontre Oui. beaucoup, des notaires. Est-ce que, donc, ok, tu es tombé sur un bon notaire, super, mais par rapport à tous les autres notaires que tu as rencontrés, est-ce que tu as pu le constater, justement, Oui. ce sujet? Et on en a quelques-uns, enfin, ceux de la vieille école et parfois aussi des jeunes, qui sont pas toujours très, comment dire, gentleman. Ah ouais? Oui, j'ai pu le constater. T'as une anecdote ou quelque chose? Oui, bah, une signature où le notaire ne m'a absolument jamais regardée. Il ne s'est jamais adressé à moi. Ok. Il s'adressait à qui? Au notaire qui nous représentait, soit à mon mari, mais c'était pas, voilà, il n'y avait pas un échange très direct Ok, avec moi. ok. Bon, Et soit. Bon, alors ça m'a pas empêché d'encaisser la marge? Oui, lui c'est juste une étape Ouais. vers la réalisation du projet, mais oui, c'était. Mais finalement, voilà, ça reste une croyance très limitante. C'est vraiment pas le quotidien. Les femmes notaires sont pas toujours plus sympathiques que. Alors, je veux pas taper sur la profession du tout, hein, parce que j'ai des très bonnes relations avec les notaires avec lesquels je travaille. Mais voilà, on rencontre, comme dans les milieux d'avocats ou de juristes, parfois, on sent qu'il y a une petite barrière sociale, je sais pas. Mais en tout cas, c'était ça qu'il fallait que je brise pour avancer, moi, dans l'activité. Ok. Et alors, avec les artisans, comment ça s'est passé? Alors, Parce que tu avais quand même ton expérience précédente de ta RP que tu avais rénovée. Ou vous l'aviez fait vous-même? non, mais c'était Sébastien tout le temps qui gérait les artisans. Et moi, je me mettais tellement en retrait que j'avais jamais affaire à eux. Tandis que là, je me suis dit, bon, c'est une activité qu'on fait tous les deux. C'est pas, on construit et j'ai pas besoin d'intervenir sur les relations avec les artisans. Là, j'avais envie aussi de participer. D'abord parce que j'aime bien tout comprendre, que je ne supporte pas ne pas comprendre ce qui se passe et ce qui se fait. Et puis, je me suis dit, si chacun gère sa partie
sans comprendre ce que l'autre fait, on ne sera jamais autonome. Enfin, on pourra jamais le faire seul, disons. Ouais. Donc, j'avais aussi envie de comprendre. Et finalement, avec les artisans, ça a été... il y a eu les deux. Il y a quand même eu certains avec lesquels j'ai ressenti ça. Et puis, j'ai pris sur moi, et puis ça s'est apaisé. Et en tout cas, ça ne m'a pas empêché de m'imposer un petit peu, d'être là aux réunions de chantier, de vouloir tout comprendre. Je posais des questions, même si je pense que c'est quand même, comme tu disais, une croyance limitante, c'est-à-dire qu'au fond, qu'importe ce qu'ils pensent, si on est actif, si on pose les questions qu'on veut et qu'ils voient aussi qu'on s'intéresse et qu'on comprend, on va gagner, puis ça va vite passer. Puis c'était quand même une minorité. Je me suis rendu compte que c'était une très minorité d'artisans qui réagissaient comme ça. Mais j'ai eu le cas aussi sur un notaire. Et je pense que inconsciemment, le fait d'être une femme, enfin, en tout cas, c'est avec le recul, j'ai cru qu'il était comme ça avec moi spécialement. Ok. Alors qu'en fait, il était comme ça avec nous. C'était le notaire, c'était le sachant et pas nous. Mais sur le coup, je me suis dit, oui, voilà, parce que je suis une femme, il m'a à peine calculé. Et puis en fait, non. C'est juste que ce notaire-là, en l'occurrence, et on n'en a eu qu'un, était un peu pédant et Il y en a quelques-uns. Un peu condescendant parfois. Un peu condescendant, voilà. Nous, on en a eu affaire qu'à un seul, mais vraiment, c'est pas parce que j'étais une femme, mais c'est ce que j'ai cru. Ouais. Je pense qu'on croit beaucoup de choses. Tout le temps. Et la réflexion qui m'est venue, quand vous m'expliquiez votre situation, vous étiez lancé, etc., c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à ce paramètre quand je vous ai proposé cette interview. Parce qu'en fait, vous êtes quand même toutes les deux lancées en couple. Oui. Vous n'êtes pas lancées seules. Donc, quelque part, je me dis, les gens vont se poser la question, donc je vais vous la poser direct. Les personnes qui vont regarder cette interview peuvent dire « Ah ouais, elles sont bien gentilles, elles viennent nous raconter la vie, mais en fait, elles se sont lancées avec leur mari, donc c'est un peu facile. » Qu'est-ce que vous auriez à répondre à une objection pareille, enfin en tout cas à une réflexion pareille? Je me serais lancée, moi. J'avais pas de doute sur le fait que je voulais recréer une société et faire du marchand de biens. Donc, naturellement, puisqu'on avait déjà travaillé ensemble, Jonathan m'a dit « Ok, on fait ça ensemble ». Mais si à l'époque, il avait voulu conserver le job qu'il avait, il m'aurait évidemment soutenue, mais je l'aurais fait. Clairement, je l'aurais fait. Ok. C'était pas un sujet, parce que avant de me lancer dans l'activité de marchand, je voulais surtout être de nouveau à mon compte, peu importe ce que j'allais faire. Et donc, après, c'est super d'être en binôme. Hein. Ça, c'est clair que on considère que c'est une chance, on s'entend très bien, c'est une force dans l'activité. Mais on peut aussi s'associer à quelqu'un. Enfin, on n'est pas obligé de faire l'activité en couple. Ouais, clairement pas. l'activité en couple, je pense que c'est quand même, enfin, ça peut être génial si ça marche bien, mais ça peut être aussi un terrain miné comme pas possible. Clairement. Et en ce qui te concerne? Eh bien, oui, alors pour nous, effectivement, c'était une quête de travailler ensemble, mais moi, je ne l'aurais pas fait à tort. C'est-à-dire que mes croyances limitantes auraient été tellement limitantes que je ne l'aurais pas fait. Justement, avec ce problème des artisans. Mais vraiment, avec le recul, je me rends compte que ça aurait été une grosse erreur. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce que tu as pu constater Oui. de la réalité du terrain, on va dire, avec les connaissances que tu as aujourd'hui, si tu étais amené à créer la même activité seule, est-ce que tu te sentirais de le faire? Ah oui, oui, vraiment, je me sentirais de le faire. Tandis qu'au début, avant de le faire, je me serais dit non. Et qu'est-ce qui a fait cette différence entre la situation dans laquelle tu te trouvais avant, dans laquelle tu te serais dit non, je n'y vais pas, celle dans laquelle tu te trouves maintenant? C'est vraiment d'avoir testé quelques artisans et t'es dit bon, en fait, ça va, ils sont pas si méchants? Oui, clairement. Ok. Et c'était pas que je les trouvais méchants, mais vraiment, je m'étais mis tellement dans la tête que je ne serais pas crédible et que ça allait me poser des problèmes parce que peut-être ils allaient m'enfler ou que moi-même, j'allais pas savoir leur expliquer ce que je voulais. Ouais. Ce qui finalement est bête parce que quand on s'intéresse à l'activité, on s'intéresse au chantier, on s'intéresse à ce qu'on va faire et donc ça coule de source finalement. Et puis, il n'y a pas de question bête. On ne cesse de le répéter à nos élèves et donc c'est pareil pour nous. Enfin,
Il n'y a pas de questions bêtes auprès des artisans. Et je pense même, encore une fois, si on leur pose des questions, ils se disent qu'on s'intéresse au sujet et ça dédramatise un peu le truc finalement, que de rester dans son idée. Clairement. Pour revenir à l'activité de marchand, moi, clairement, un peu comme Marion, on a fait du locatif avant et on s'est posé la question à la fin de notre réno, est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on conserve pour du locatif? Parce qu'on s'est dit tout de suite, on a réalisé on ferait une super marge là si on vendait. Ouais. Mais c'était une super renta locative et en plus, on avait fait du déficit foncier, donc on s'est dit on reste focus, mais surtout, on a cherché des réponses et on ne les a pas du tout obtenues et au contraire, tout le monde nous a dit... Et donc, c'est grâce à la formation. À quoi ressemble la répartition des rôles dans votre couple/association avec toi avec Seb et toi avec Jonathan? Comment est-ce que vous vous répartissez les rôles? Est-ce que aujourd'hui, c'est toi qui mène les artisans à la baguette? Quand même pas. Malgré tout, ça reste Sébastien qui s'occupe plus de la partie technique, on va dire, et moi administrative. Ok. Mais on tient absolument à suivre ce que l'autre fait pour notre culture déjà, nos connaissances et aussi savoir ce qu'on fait. Donc ça revient au même que d'être seul, sauf qu'on partage les tâches, si je peux dire. Ouais, je comprends bien. Ça revient quand même au même parce qu'on a l'un et l'autre envie de maîtriser des sujets. Et pour vous? C'est un peu pareil pour nous. Le 50-50, c'est vraiment au cœur de notre couple. On a toujours fonctionné comme ça depuis 20 ans. Même si, fatalement, on a des appétences. Donc moi, un peu plus le côté administratif et Jo, un peu plus le terrain. Mais d'autant plus qu'on fait de la rénovation nous-mêmes et qu'on est tous les deux sur le chantier. Je travaille autant que lui sur le chantier et inversement, quand j'ai besoin de lui en renfort sur la partie administrative, il prend le relais. Ouais. Par exemple, je déteste faire les DP. Ça, c'est quelque chose qui ne me passionne pas du tout. Bon, il les fait volontiers. Et puis inversement, les suivis, les relances factures, voilà, des choses un peu plus chronophages et où il n'y a pas grand intérêt à les traiter, mais il faut bien le faire. Je m'y colle. Et sur la partie relations artisans, je dirais que c'est peut-être un peu plus Jo. Sur les relances, tiens, tu m'as pas envoyé le devis. Mais globalement, c'est assez équilibré. J'ai envie de rire parce que j'aime pas faire les DP non plus. C'est trop drôle, franchement, c'est trop drôle. Néanmoins, je contrôle. J'aime pas le faire, mais je contrôle. J'ai quand même toujours un œil en disant n'oublie pas la pièce, numéro, machin. Et donc c'est pareil pour nous. J'ai fait aussi du chantier avec Seb. D'ailleurs, j'en ai ras-le-bol. La pelle est mon pire ennemi parce que quand même, à un moment, il y a un problème de physique qui fait que quand il faut démolir, c'est quand même plus Seb et quand il faut évacuer, c'est quand même plus moi. Et j'en ai ras-le-bol. Évacuer, c'est vachement dur. Ouais, si c'est dur. Si tu casses des murs en briques, c'est hyper dur. C'est souvent plus. En vrai, c'est plus dur que de casser. Non, mais moi, j'en mets moins dans la pelle. Ah. Moi aussi, je fais plus d'aller-retour. Quand t'as pas de bras, t'as des jambes. Mais voilà, mais je compense et j'essaye, je porte les sacs de ciment de 35 kilos. Je galère, mais je veux me mettre au même niveau que Jonathan et que notre salarié. Il n'y a pas de raison. C'est un peu plus compliqué parfois, mais voilà. C'est ça, on y arrive. J'en vois quand même. Eh ben, on y arrive. Voilà le résultat, voilà l'issue. Vous êtes en couple, ok, mais vous accompagnez des personnes qui, elles, se lancent seules. Dans le programme de MDB 360, d'ailleurs, on a une proportion qui est très élevée de nanas. Je pense la dernière fois que j'ai regardé, on était à pas loin de 40% de femmes sur le programme, ce qui est vraiment très élevé. Et à ma connaissance, elles se lancent à peu près toutes seules. Il y en a peut-être quelques-unes qui ont des associés, mais à ma connaissance, il y en a beaucoup qui sont seules. Est-ce que justement, quand vous avez démarré l'accompagnement avec elles, vous avez senti qu'il y avait des questionnements aussi qui étaient peut-être liés à leurs conditions de femmes? Oui, c'est un sujet. Est-ce que je peux me lancer dans une activité de marchand de biens en étant une femme? Clairement. Moi, c'est dans les premières visios, on en discute. Surtout le rapport aux artisans, les travaux, parce que c'est comme ça. Les femmes s'intéressent peut-être moins aux travaux. Moi, c'est pas mon cas, mais je pense que 90% du temps,
Les nanas ne s'intéressent pas trop ni au placo ni à l'élec. Et que leur partie, c'est plutôt la déco. Mais Et encore moins au terrassement. moins en terrassement et en béton. Mais finalement, très vite, c'est balayé parce que déjà, on a le support formation. Donc ça, c'est accessible à tous. Et on comprend que le métier de marchand, c'est d'abord monter une opération, donc un peu orchestrée. Et même si on a un déficit de connaissances sur un poste, on peut être très bon sur un autre poste. Donc, ce n'est pas un sujet, finalement, ça va s'équilibrer. Je constate néanmoins, sur la partie formation, que les femmes, si on va faire un comparatif avec les hommes, ont un côté plus carré, scolaire, prise de notes. Vraiment, c'est un cours, la formation, pour elles, c'est un cours. Elles ont leurs petites fiches, leurs petites notes. Ce qui leur permet peut-être aussi de compenser un déficit qu'elles avaient au départ. Et elles ont vraiment l'envie de réussir. Je pense notamment à Aurélia, qui, elle, avait... que nous saluons, bien évidemment, et qui a enclenché 2 OP depuis le début de son accompagnement. Elle avait peut-être 2 barrières mentales, le fait d'être une nana dans cette activité, et réussir à convaincre son mari qu'elle pouvait faire cette activité seule. Et on en a parlé récemment, c'est pas tant les 2 OP qu'elle a trouvés, plutôt que le fait d'avoir réussi à convaincre... Là, ça y est, son mari dit oui, finalement, tu peux le faire. C'est ça qui l'a rendue fière. Mais, ouais. Clairement. Là, c'est bon, elle dit, il est rentré dans le game avec moi et il me soutient, même s'il avait beaucoup de réserves au début. Et sa grande réussite, elle est là. Donc voilà, il faut travailler, il faut être organisé. Il y a peut-être plus de rigueur chez les femmes, encore une fois, pour compenser un déficit technique. Mais elles en veulent. Je pense à Aude, que j'accompagne, qui est une acharnée, qui travaille beaucoup, qui fait beaucoup de visites, qui va à la pêche aux infos, qui n'a pas peur. Après, le point commun entre toutes ces femmes, c'est qu'elles ont quand même un tempérament déjà un peu j'ai envie de dire presque de guerrière. Clairement, elles avaient déjà des postes où elles avaient des responsabilités, elles n'ont pas peur. Donc elles y vont, quoi. Ouais. A contrario, on a des personnes qui sont plus réservées. Je pense à Claire notamment. Je ne sais pas si c'est pas Marc qui la coach. C'est Marc qui la coach. Qui, elle, pour le coup, est une personne qui a un tempérament beaucoup plus posé et beaucoup plus calme. Et pour elle, c'est pas forcément la personne à laquelle je mettrais l'étiquette guerrière. Pour autant, elle y va aussi, quoi. Et par rapport aux personnes que toi t'accompagnes? Oui, j'ai un peu de tout. Dans le sens guerrière, j'ai aussi des femmes qui sont calmes, posées, mais pour autant déterminées, qui font des études sur des projets même assez ambitieux. Enfin, toutes les femmes, je trouve, font des études de projets assez ambitieux. Elles ont cette crainte. Est-ce que je vais être à la hauteur sur les travaux? Mais elles y vont quand même. Ouais. Et justement, elles se disent, je suis dans le programme, donc on va m'aider, quoi. Ouais. Mais il y a des femmes, effectivement, qui ont des postes à responsabilité, qui sont déjà un peu managers dans l'âme. Et c'est vrai que c'est un peu du management de pouvoir gérer différents artisans et des activités, des relations et des activités différentes. Mais elles font toutes des projets ambitieux, des recherches sérieuses, autant que les hommes, finalement. Enfin... Et finalement, elles s'orientent très souvent sur des projets avec travaux. Mais oui. Ouais. Les premières opérations de la réno, Aurélia, sa première OP. Moi, j'ai envie de leur dire, détacher un terrain pâtir pour commencer. Non. Non, on va tout péter, on va tout refaire. Même malgré leurs craintes, donc c'est super. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'activité de marchand de biens, que vous avez le moindre doute, vous sentez que vous avez envie d'y aller, vous sentez que vous pourriez réussir, mais que vous avez des doutes, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, parce qu'on ne manque pas d'hommes qui ont des doutes aussi, je vous rassure, ça n'est pas une spécialité féminine d'avoir des doutes. Eh bien, je vous invite à rejoindre notre programme MDB 360, qui est un programme spécialement conçu pour les personnes qui veulent lancer ou développer une activité de marchand de biens. Et dans ce programme, nous mettons tout à disposition et nous mettons tout en œuvre pour permettre et faciliter la réussite des personnes que nous accompagnons. Et entre autres, on a des coachs qui sont triés sur le volet, comme vous avez pu le constater, et en tout cas qui ont fait le chemin de démarrer de pas grand-chose, de démarrer de zéro, et qui ont réussi. Donc,
rejoignez-nous si vous voulez réussir. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose aujourd'hui et que je ne vous ai pas posée? Mais Marion, combien d'opérations as-tu réalisées depuis que tu t'es lancée dans l'activité de marchand? Là, c'est le côté un peu entrepreneur. Non, pas de questions en particulier, mais je pense qu'on a plutôt balayé pas mal d'aspects du métier et de la Et sinon, combien? Combien? Je garderai ce numéro. Ah, enfin, ça c'est bien, les femmes. Non, non, on a initié, je crois, environ 17 opérations Ok, pour environ 28 lots revendus. ok. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est de continuer les investissements locatifs en parallèle du marchand. C'était vraiment pas les plans. Et il y a certaines opportunités quand on visite, quand on fait du marchand. Et donc, depuis qu'on fait du marchand, on a fait 3 investissements locatifs supplémentaires. Cool. C'était vraiment pas au programme, mais on est plutôt fiers d'avoir en plus réussi à consolider le Le patrimoine. patrimoine. Ouais. Trop bien. Pour les personnes qui vont regarder cet épisode et qui peut-être ont des doutes et qui peut-être se questionnent, quels seraient les conseils ou les recommandations que vous pourriez leur donner? Moi, je veux juste que ça te permette de réfléchir, Marion, rebondir sur ce que tu viens de dire avant. Les hommes, effectivement, ont les mêmes doutes finalement que les femmes. Ouais. Clairement. Et c'est ça que les femmes ne réalisent pas, c'est qu'en fait elles se disent « Ah, je doute parce que je suis une femme », mais en fait, Dans mes élèves, j'ai les mêmes questionnements sur les travaux de la part Oui. d'hommes qui n'en ont jamais fait parce que dans leur activité, où ils n'ont pas eu non plus de RP ou de locatif, ils n'ont pas géré de travaux et finalement, il y a autant d'hommes que de femmes. Donc ça peut déjà se dire, c'est une barrière que tout le monde a, homme ou femme. Ouais. Enfin, tout le monde, la peur des travaux, pardon, à égale proportion. ouais, la peur des travaux, elle est commune à toutes les personnes qui n'ont jamais fait trop de travaux, en fait, qu'elles soient hommes ou femmes. Et il y a une peur de l'administratif qui, en général, est une peur qui est plutôt masculine pour le coup. Voilà. Et surtout une peur qui est plutôt masculine, mais qui est plutôt la propriété en général des hommes qui sont plutôt justement manuels ou plutôt d'univers pas très structurés, quoi. Ouais. Qui, tu vois, les artisans, les trucs comme ça, eux, ils sont à l'aise techniquement, il n'y a pas de souci, eux, ils n'ont pas peur des travaux. Par contre, tu brandis le mot fiscalité ou comptabilité, mais qui se liquéfie. Ah oui, et ils t'appellent en te disant oh là là, moi ce qui me fait peur, justement, je me suis formée parce que la fiscalité, et on n'entend pas ça de la part des femmes, alors que si ça se trouve, elles auront les mêmes difficultés. Hein. Ouais. C'est... Tout à fait. Voilà, on a spontanément des barrières, c'est hyper patriarcal en fait, je trouve. C'est pas faux. Bon, ça va changer, ça tend à changer. Et alors justement, pour les personnes qui vont regarder ou écouter cet épisode, quels seraient les conseils que vous pourriez leur donner? Vous qui avez fait le chemin, vous avez été dans la situation où vous vouliez vous lancer, vous aviez vos doutes, ou pas toi, mais vous aviez vos doutes, et vous vous êtes lancé, et aujourd'hui vous avez parcouru le chemin, et qu'est-ce que vous pouvez raconter aux personnes qui sont encore en tout début de parcours? De croire en soi, On est tous capables. voilà. Il faut juste y croire, clairement, le vouloir un peu. Mais on est vraiment tous capables de créer une société, une structure, de se lancer dans une activité, et que ce soit marchand de biens ou autre chose. Mais il faut se donner les moyens, il ne faut pas avoir peur. Surtout aujourd'hui, on a la possibilité d'engranger des connaissances. Enfin, les connaissances sont plus accessibles qu'avant. Je vais rebondir sur l'activité de marchand de biens. À 30 ans, je voulais le faire. J'avais pas de support, j'avais peu d'infos. Il n'y avait pas les formations. Il y avait pas, Yoni n'était pas encore né. Et on aurait aimé qu'il entre dans notre vie plus tôt, clairement, parce qu'on se serait certainement lancé. Je crois que Yoni a 15 ans. Oui. Mais on aurait aimé qu'il fasse sa formation un peu plus tôt, parce qu'on se serait clairement lancé plus tôt. Donc, n'ayez pas peur d'aller chercher l'information. Bougez-vous, formez-vous. Donc, si vous voulez faire du marchand, commencez par la MDB Pro. On a commencé par là. Et c'est déjà une superbe boîte à outils pour démarrer l'activité. On a toutes les clés pour pouvoir se lancer, clairement. Beaucoup de rigueur. Alors, il faut des objectifs, il faut des rêves, mais avant de les atteindre, rigueur, résilience, travail.
Et je pense qu'on peut réussir à C'est un s'en bon sortir. triptyque, ça. Ouais. Alors, toi, Marion, tu avais absolument confiance en toi. Pas moi. Donc, moi, j'aurais pris le programme. Clairement, j'aurais pas commencé toute seule avec la MDB Pro. Ça n'existait pas quand on a lancé, nous, l'activité. Il n'y avait que la formation en ligne. Et clairement, même à deux, d'ailleurs, on aurait pris le programme. Parce que ça rassure sur plein de points. C'est-à-dire que pour moi, Je ne l'ai pas payé pour dire ça. non. Enfin, je ne touche pas de commission. Non, mais ça m'aurait rassuré peut-être moi sur la partie technique et Seb sur la partie administrative, mais surtout sur l'idée de se rassurer, d'aller plus vite. Enfin, nous, ça nous aurait permis d'aller plus vite, ça c'est sûr. Et d'être entouré par des personnes qui sont compétentes Oui. et légitimes dans Et leur si activité. on revient au sujet de femmes seules, c'est un bon moyen de se lancer et de lever les doutes, finalement. De se dire, bon, j'aurai un appui. Ton conseil pour les personnes qui regarderont cet épisode, cette vidéo? Effectivement, oui, de croire quand même en soi, mais pour aussi appuyer ce que Marion disait, il faut se donner les moyens. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il faut croire en soi, mais il faut investir du temps, de l'énergie, parce que quand on se met à son compte, et là encore une fois, dans toutes les activités, hein, quelles qu'elles soient, c'est pas si facile. Et donc, si on se repose un peu sur ses lauriers en faisant ça en dilettante, on n'obtient pas les résultats qu'on souhaite. Il y avait la notion de sacrifice dont on parlait au départ. Hein, donc, pour moi, elle a été, entre guillemets, de confort et un peu financière aussi, hein, parce que on l'a évoqué, parce qu'on se connaissait pas bien avant avec Marion, mais on a échangé grâce par au téléphone, podcast, on se connaît mieux. Voilà, et puis on a échangé sur des problématiques d'élèves, etc. Et c'est un sujet qu'on a déjà abordé, le fait du sacrifice aussi financier, de se dire que quand on avait notre précédente activité, on avait, je pense que pour toi c'est pareil, peut-être un train de vie assez confortable. Ouais. Et à un moment, pour reprendre les trucs des filles, on a peut-être fait moins les boutiques, on est peut-être moins partis en vacances, parce que aussi il faut se donner les moyens. Et ça, c'est vraiment mon leitmotiv, c'est qu'on n'a rien sans rien. Il faut se donner les moyens. Ça, c'est valable pour tout le monde, finalement, et pour toutes les activités, quoi. Enfin. Merci, Marion, Marine, d'avoir accepté cette interview. Sachez que c'était pas un exercice facile pour elles, mais elles se sont prêtées à l'exercice parce que je leur ai sympathiquement demandé. Donc, j'espère que cet épisode, en tout cas, vous a apporté beaucoup de valeur, qui vous a apporté des éclaircissements sur la profession, les femmes dans la profession, dans l'activité de marchand de biens. Et si vous avez des questions que vous aimeriez adresser à Marine et à Marion, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je suis sûr qu'elles se feront un plaisir de venir vous répondre. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Merci Yoni. Merci.